Merci d'être au rendez-vous sur Al24 News pour votre édition complète de l'information. À la une de l'actualité de ce mercredi 6 mars. Gaza souffre le martyre au 152e jour du génocide sioniste avec un bilan macabre avoisinant les 90 victimes durant les dernières 24 heures. Et tandis que l'entité sioniste empêche toute arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, 18 personnes sont mortes de faim et de soif. Dans la dernière, une enfant âgée d'à peine 15 ans. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au chevet d'une famille palestinienne soignée en Algérie, est marqué par les stigmates de l'agression sioniste. « 160e session du Conseil des chefs de la diplomatie de la Ligue arabe. La Palestine occupe l'ordre du jour. L'Algérie affirme depuis le Caire qu'elle poursuivra ses efforts au Conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne. Madame, Monsieur, bonsoir. La bande de Gaza a vécu aujourd'hui son 152e jour d'agression sioniste génocidaire. Gaza souffre le martyre, l'expression n'est pas galvaudée. 152 jours de cauchemar avec des bombardements et des exactions incessants dans l'ensemble de l'enclave palestinienne. Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé à Gaza, au moins 9 massacres ont été commis par les forces de l'armée d'occupation contre des familles et des civils durant les dernières 24 heures. Le bilan des victimes affiche 86 martyrs et 113 blessés, portant le bilan global de ce génocide qui a commencé le 7 octobre 2023 à plus de 30 717 martyrs et plus de 72 156 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Au moins 3 martyrs sont tombés alors que plusieurs blessés ont été enregistrés à la suite du bombardement d'une maison appartenant à la famille Al-Attar à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. L'explosion a eu lieu alors que nous étions en train d'accomplir les prières nocturnes. Nous n'avons rien senti avant que cela ne se produise. Les décombres ont continué à tomber pendant 2 minutes et nous ne savions pas où aller. Du verre tombait de partout. Nous sommes sortis de la maison et avons vu la scène. Il y avait des victimes et des gens qui criaient, des civils innocents. Et les bombardements sionistes de la veille ont également pris pour cible le camp de Nusayrat, où plusieurs personnes sont tombées en martyrs et où l'on a enregistré un grand nombre de blessés. Les massacres sionistes ont également ciblé la région de Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, massivement bombardée durant les dernières heures. En un clin d'œil, la dévastation s'est produite. Le bâtiment a été touché par 3 missiles. 5 étages remplis d'enfants. 2 des missiles ont explosé au-dessus, tandis que le 3e a touché cette zone. Sans la protection de Dieu, les 3 missiles auraient explosé ici. Nous avons récupéré 2 martyrs, une vieille femme et une fillette. Nous n'avons pas encore compté les blessés. Nous étions au cimetière en train d'enterrer mon cousin lorsque nous avons reçu un appel nous informant que notre maison avait été bombardée. La région de Rafah, qui abrite des centaines de milliers de déplacés palestiniens, continue d'être pilonnée par l'aviation sioniste. Plusieurs blessés ont été rapportés à la suite du bombardement de l'école Shawka, située à l'est de Rafah. Et les scènes d'horreur décrites au quotidien à Gaza ne sont pas une vue de l'esprit. La preuve avec ces images amateurs montrant ce nourrisson âgé d'à peine 2 semaines tué lors du bombardement d'une maison au centre de Gaza. La petite Sahar Mohamed Raad a été retrouvée sans vie
alors que son père est toujours sous les décombres. La catastrophe humanitaire due au manque d'eau et de nourriture est telle à Reza qu'une jeune fille âgée de 15 ans est tombée en martyre ce mercredi au complexe médical Shifa du fait de la malnutrition et de la déshydratation, portant ainsi le nombre total de martyrs ayant perdu la vie dans les mêmes circonstances à 18, selon le ministère de la Santé à Reza. Et dans la lignée des victimes collatérales de ce génocide sioniste, l'on compte bien entendu les femmes enceintes qui courent un réel risque de mort en compagnie de leur progéniture. Le ministère de la Santé à Reza en recense actuellement plus de 12 000. Souila Akilal. Ce bébé s'appelle Faraj, délivrance en français. La symbolique du prénom est forte quand on connaît les conditions dans lesquelles il est né. Sa mère Esma, qui ne pensait pas pouvoir s'en sortir, a dû le mettre au monde en pleine nuit, dans des conditions déplorables, à la lumière des téléphones. Ma grossesse se passait mal et devenait de plus en plus dangereuse. J'avais très peur de perdre mon bébé. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais seule avec mes enfants. Je ne savais pas quoi faire. Par chance, un médecin et une infirmière ont pu se déplacer vers l'école où se réfugiait la mère de famille, malgré le risque d'être pris pour cible par les forces sionistes. N'ayant aucun équipement médical et sans électricité, ils ont tout de même réussi à sauver la vie de la mère et de son bébé. La femme était sur le point d'accoucher. Il était très tard. L'occupation pouvait bombarder toute personne se déplaçant dans les rues. Les hôpitaux étaient assiégés. L'accouchement était très risqué pour la vie du bébé et de sa mère. Nous avons dû improviser parce que nous n'avions pas l'équipement approprié pour clamper le cordon. Nous sommes allés à l'école avec l'infirmière du quartier. La femme était sur le point d'accoucher à la lumière des téléphones. L'infirmière et moi avons couché cette femme sans équipement. Il n'y avait pas d'électricité. Le bébé est né et nous l'avons appelé Faraj parce que Dieu nous soulagera. Depuis le début du génocide sioniste à Reza, les femmes enceintes estimées par l'OMS à 52 000 sont particulièrement vulnérables. L'absence de prise en charge médicale et l'insécurité alimentaire représentent une menace sérieuse pour leur vie et celle de leur bébé. Je suis enceinte de 8 mois et j'ai tellement peur de l'accouchement. J'ai peur de ne pas pouvoir atteindre l'hôpital à temps et de devoir accoucher ici. Les femmes enceintes de Reza payent un lourd tribut. Nombreuses sont celles qui ont dû accoucher à même le sol à l'hôpital, dans la rue, et ont même subi des césariennes sans anesthésie. L'effondrement du système de santé dans l'enclave contraint les services de néonatologie de placer plusieurs bébés par incubateur, suscitant des inquiétudes quant aux effets négatifs potentiels sur les nouveau-nés. D'autres images qui nous parviennent au quotidien de l'enfer de Reza montrent l'ampleur de la destruction au niveau des hôpitaux et des structures médicales, à l'instar de l'hôpital algérien qui prodigue des soins spécialisés. L'entité sioniste et depuis le début du génocide œuvre tout particulièrement à mettre à genoux l'ensemble du système médical de Reza. Le mouvement Hamas a déclaré mercredi qu'il poursuit les négociations à travers les intermédiaires en vue d'arriver à un accord de cessez-le-feu qui réalise les revendications de la population. Dans un communiqué publié par le mouvement palestinien, le Hamas a indiqué qu'il faisait preuve de flexibilité dans ses négociations, mais que l'entité sioniste poursuivait sa fuite en avant en entravant à chaque fois le processus de négociation. Ces derniers jours ont été une confirmation des positions claires du mouvement, alors que les Israéliens ont fui leur arrivée au Caire et ont envoyé des demandes ridicules, comme les noms des prisonniers détenus par la résistance. Notre position est claire.
Si les conditions de la résistance ne sont pas remplies, la question des prisonniers ne sera pas abordée tant que nos conditions ne seront pas remplies. Réaction également du président américain Joe Biden. Il dit souhaiter qu'un accord soit trouvé pour une trêve pendant le Ramadan. Les déclarations de Biden interviennent au moment où Washington, qui a déjà 3 vétos à son actif quant à des projets de résolution pour un cessez-le-feu au Conseil de sécurité, propose aux membres de ce même Conseil un projet de cessez-le-feu pendant 6 semaines seulement. Il faut un cessez-le-feu parce que le Ramadan arrive. Si la situation actuelle se maintient jusqu'au Ramadan, cela pourrait être très dangereux. C'est pourquoi nous nous efforçons d'obtenir un cessez-le-feu. L'Australie et les pays de l'ASEAN ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont exprimé leur inquiétude quant à la situation humanitaire sur place en réaffirmant leur soutien à la mission et au mandat de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Et sans transition Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est rendu mercredi au chevet de la famille palestinienne d'Abdallah Nasser Arrar, qui est actuellement hospitalisée à l'hôpital militaire de Ain el-Nadja, où elle reçoit les soins nécessaires, et ce après avoir été victime à Gaza de l'agression barbare de l'entité sioniste, a indiqué aujourd'hui un communiqué de la présidence algérienne. Le chef de la diplomatie algérienne, Hamad Attaf, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a pris part ce mercredi au Caire aux travaux de la 161e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Les travaux de cette session ont été consacrés à l'examen de plusieurs dossiers et questions liées à la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe, ainsi qu'à l'action arabe commune, en particulier l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza, indique un communiqué des affaires étrangères. Hamad Attaf a insisté lors de son intervention sur les efforts à consentir au sein de la Ligue arabe pour mettre fin aux bains de sang à Gaza ainsi qu'aux crimes divers et multiples commis contre le peuple palestinien. Quant au deuxième niveau de priorité qui nous concerne en tant que groupe arabe, que nous devons prendre en considération dès aujourd'hui, et cela relève de la nécessité et de l'obligation, il se matérialise dans la levée de l'immunité qui protège depuis si longtemps l'entité sioniste, protégée par un régime spécial, caractérisé par des traitements de faveur, de distinction et d'exception qui ne s'appliquent qu'à elle. Mon pays soutient la nécessité de l'action auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la mise en place d'une procédure de sanctions par la suspension d'Israël en adéquation avec les décisions historiques prises par l'Assemblée générale envers le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud jusqu'à sa disparition. Et en marge de cette réunion tenue au Caire, Hamad Attaf s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulraïd, qui l'a tenu informé des démarches et efforts menés par l'Algérie depuis son siège au Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et pour la prise en charge de la situation humanitaire catastrophique entraînée par l'agression sioniste. Dans ce même contexte, Attaf s'est également entretenu avec quelques-uns de ses homologues, à commencer par le chef de la diplomatie égyptienne Samah Choukri, le chef de la diplomatie koweïtienne Abdullah Yahya, ainsi que le chef de la diplomatie mauritanienne Mohamed Salem Oued Merzouk. L'Algérie est sur tous les fronts lorsqu'il s'agit de questions palestiniennes. Hier, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé devant les membres de l'Organisation de la coopération islamique
que le temps des palabres est révolu face aux crimes de l'entité sioniste. Naïla Hamouda. L'Algérie poursuit son offensive diplomatique pour imposer un cessez-le-feu à Gaza et isoler diplomatiquement l'entité sioniste. Après le veto américain contre son projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, pour un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne, elle appelle les pays musulmans à rompre leurs relations diplomatiques avec les sionistes et à intensifier la pression pour mettre fin à la barbarie sioniste sur Gaza. Il faut mener une action efficace sur tous les plans en vue d'intensifier la pression sur l'occupation sioniste et mettre un terme à sa tyrannie et à sa barbarie. Il aurait été plus sensé que l'ère de reddition des comptes commence pour l'occupant sioniste colonialiste qui devait être jugé et châtié ici de par notre engagement et par nos actes. Il aurait également été attendu et espéré que nous soutenions sans hésitation et sans équivoque la rupture des relations diplomatiques, culturelles, économiques, commerciales, militaires et sécuritaires avec l'occupant sioniste, comme l'avait demandé l'Union africaine il y a quelques jours. Le chef de la diplomatie algérienne a appelé les membres de l'OCI à s'impliquer dans les actions intentées devant la Cour internationale de justice au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. La deuxième demande consiste en la consolidation des étapes prises devant les instances judiciaires internationales et leur soutien avec des démarches supplémentaires devant l'Assemblée générale des Nations unies, en vue de décider de mesures punitives fermes qui mettent un terme définitif au népotisme, aux exceptions et aux indus privilèges dont a toujours bénéficié l'occupant sioniste de façon exclusive. Le ministre des Affaires étrangères algérien a également plaidé pour l'unification des positions collectives des pays de l'OCI. La conjoncture actuelle délicate nous dicte d'unifier nos positions collectives et de les appuyer avec des mesures et des initiatives pour répondre aux cris de détresse de nos frères palestiniens et mettre fin à l'injustice, à la souffrance et aux affres dus à une agression barbare qui viole tous les principes et règles politiques, juridiques et de morale, une agression dont la barbarie échappe à toute description. Gardant le meilleur pour la fin, Ahmed Attaf a réitéré l'exigence d'œuvrer à préserver la solution à deux États en élargissant la base de reconnaissance officielle de l'État de Palestine et en poursuivant sans délai la revendication de sa qualité de membre à part entière à l'ONU, mère de toutes les batailles pour l'Algérie à New York. Et le soutien défectible de l'Algérie à la cause sahraoui à l'actualité également. Le ministre de la Justice algérien Rachid Tabbi a reçu ce mardi à Alger son homologue sahraoui Mohamed Mbarak Mohamed Ahmed Sidi. Ce dernier a remercié l'Algérie d'avoir contribué à ce que le Sahara occidental puisse disposer de son propre système juridique. Nous avons discuté de questions liées à la coopération, d'autant plus que nous exprimons le besoin de développer nos institutions judiciaires, ce qui est normal car notre construction sur le plan juridique s'est faite avec l'aide de l'Algérie. Nous remercions d'ailleurs Monsieur le ministre qui a bien cerné l'ensemble des sujets que nous avons discutés et nous a assuré de son soutien total vis-à-vis des institutions judiciaires sahariennes. Et à travers lui, nous remercions le gouvernement et le peuple algérien pour leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Retour également sur la coopération économique entre l'Algérie et la Mauritanie, dans le sillage des nombreux projets communs inaugurés récemment. Une dynamique qui se confirme tout au long de l'année 2023 et 2024, avec ce chiffre annoncé par le ministre algérien du Commerce en ce qui concerne les échanges commerciaux qui ont presque doublé de volume en 11 mois. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie ont enregistré durant 11 mois de l'année 2023 leur plus haut niveau depuis des années, atteignant 414 millions de dollars, alors qu'en 2022 nous étions à 227 millions de dollars, soit une hausse de 82%,
Dans un souci d'accroître les efforts en vue de promouvoir le commerce bilatéral entre l'Algérie et la Mauritanie, nous accordons une grande importance à l'organisation de foires commerciales et économiques. De son côté, le ministre mauritanien du Commerce a appelé l'ensemble des opérateurs économiques à cocher la case Mauritanie sur leur carnet de destination pour les investissements lors de son allocution. Il a ainsi incité la communauté d'affaires à profiter des avantages qu'offre la loi de son pays en matière d'investissement. Nous assistons avec l'inauguration de la 12e édition de la foire Mougar, l'occasion pour nous d'exhorter l'ensemble des opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays à profiter des avantages spécifiques qu'accorde la Charte de l'investissement national et à aller vers la prospection des potentialités économiques attractives vis-à-vis de l'investissement en Mauritanie. Changeons de continent pour parler des États-Unis. L'ombre de Donald Trump plane de plus en plus sur la prochaine élection américaine. L'ex-locataire de la Maison-Blanche et l'actuel Joe Biden sont sortis vainqueurs mardi des primaires du Super Tuesday. Le match retour à la présidentielle entre les deux hommes se rapproche. Côté républicain, Trump est donné vainqueur dans 13 États. Sa dernière rivale encore en lice, l'ancienne ambassadrice de l'ONU, Nikki Haley, s'impose dans l'État du Vermont, mais elle a dans la foulée annoncé qu'elle suspendait sa campagne. Eh bien, merci beaucoup. Il s'appelle Super Tuesday pour une raison. C'est une question importante. Et ils me disent, les experts et autres, qu'il n'y a jamais eu de tel. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi concluant. C'était une nuit incroyable. Une nuit incroyable. Une journée incroyable. Cela a été une période incroyable dans l'histoire de notre pays. Et l'engouement balbutiant chez l'Europe de disposer d'elle-même militairement trahit une approche de Bruxelles de la défense trop alignée sur la politique atlantiste sous domination américaine, diront les observateurs, une donne qui expose l'Union européenne à un risque d'abandon de la part de Washington si celle-ci venait justement à repasser entre les mains d'un certain Donald Trump. Safwan Ben Sabri. L'Europe de la défense existe-t-elle ou est-elle une notion abstraite sans réalité palpable sur le terrain militaire et sécuritaire ? L'Europe, par une alliance militaire avec les États-Unis, a privilégié une défense transatlantique durant plusieurs décennies. En 2019, Emmanuel Macron déclarait que l'OTAN se trouvait en état de mort cérébrale, tant l'utilité de l'organisation ne semblait pas évidente. Donald Trump était alors à la tête des États-Unis. Le chantre de l'America First et de l'unilatéralisme mettait en péril une sécurité multilatérale. 5 ans plus tard, le budget de l'OTAN a augmenté de 50%, une hausse fortement favorisée par le conflit en Ukraine. L'Europe s'inquiète désormais pour sa sécurité. Emmanuel Macron compte aujourd'hui plus que jamais sur une alliance du camp occidental. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Côté allemand, le ministre de la Défense envisage de rétablir le service militaire obligatoire. Boris Pistorius sera en voyage en Scandinavie pour s'inspirer notamment du modèle suédois. L'Allemagne, à l'instar de plusieurs pays européens, a suspendu la conscription depuis 2008. En France, le service militaire obligatoire est suspendu depuis 1997. Avec des sondages qui créditent Donald Trump de 48% contre 43% pour Biden, les dirigeants européens se préparent d'ores et déjà à une éventuelle élection de Trump. Pour rappel, le candidat républicain avait promis de faire financer la guerre en Ukraine par les pays européens. L'Europe a longtemps été considérée comme un îlot de paix,
Le retour de la guerre dans le vieux continent a provoqué un réveil auprès des élites politiques européennes. Allez, place à l'échiquier international présenté par Tinine Makassi. Excellente suite des programmes sur Al24 News.